Là, on va voir la super montre là. Waouh, c'est la classe. Hein. Moi, c'est vraiment la première fois que je la vois finalisée complète, sans les protections. Ah ouais, quand même. Ah oui, là ça parle. Hein. Là, on voit quand même c'est le travail qui a été fait. Magnifique. Et là, on voit pas en plus le calendrier. Wow. Juste la couleur de ce cadran bleu comme ça. Ouais, tu vois tous les détails. C'est super beau. Ouais. C'est génial. Du grand travail. Puis la gravure sur le côté. J'aimerais qu'on partage ensemble l'histoire qu'on a vécue autour de ce projet fou, cette montre de poche pour les 150 ans. Alors au départ, Giulio Papi vient avec un concept fou, une idée originale, intégrer un calibre 1000 dans une montre de 50 mm. Mais c'est pas suffisant. Il veut en faire une montre double face en intégrant un nouveau calendrier universel dans le fond secret. Alors, excitation ou vertige? Alors au début, c'est vrai que c'était très excitant. On va retravailler sur une montre de poche. C'est déjà quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. On sait qu'on part de la base la plus compliquée en termes de mouvement qu'on a déjà chez nous. Là, on parle de rajouter dessus un calendrier universel. Donc il va falloir définir, savoir ce qu'on veut afficher, comment on veut l'afficher, comment on veut l'intégrer. Donc voilà, dès le début, on savait qu'on avait énormément de choses à faire. On part d'un calibre existant. On se dit ok, on va le mettre dans une montre de poche de diamètre 50 mm. C'est déjà compliqué, mais c'est pas terminé. On vient y associer le calendrier universel. Donc là déjà, on peut se poser plein de questions, mais comment on va intégrer tout ça? Cette montre de poche, même si c'est vrai que ça fait un lien avec le passé, on veut qu'elle soit quand même actuelle en termes d'ergonomie, en termes de sensation, qu'elle soit vraiment pensée pour l'utilisateur. Donc on sait aussi qu'on va devoir réinterpréter un peu les fonctions, les interactions pour ce nouveau produit. Donc d'un concept simple, on est en train de parler de choses qui deviennent de plus en plus compliquées. Alors, à la base, ça pourrait paraître simple, on a un mouvement qu'on connaît déjà. Par contre, il y a quand même pas mal d'impact à faire ça. Si on reprend le mouvement de base, on se rend compte qu'avec tous ces affichages-là, on ne peut pas les changer. Donc il y a eu un travail qui a été fait par les équipes de design pour réussir à intégrer tous ces affichages et les positions des guichets qui sont fixes dans un diamètre plus grand. Donc voilà, on va retrouver au final la similitude avec la partie calibre 1000. Il faut savoir qu'on a enlevé l'automatique parce qu'il n'y a plus de raison d'être dans une montre de poche. Mais ça veut dire qu'il fallait reconcevoir la platine, reconcevoir les ébauches. Donc voilà, il y avait quand même eu un gros travail de construction de ce côté-là. Également un travail sur le design de la cage tourbillon pour s'adapter au niveau design des aiguilles. Donc voilà un petit peu tout ce qui a été fait sur le mouvement de base, mais l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de requalifier les fonctions qu'on connaît et qu'on a validées. Par contre, il y a d'autres inconvénients aussi, c'est la position des poussoirs et de la couronne qui sont au final figés dans notre mouvement. Donc effectivement, quand on met simplement le calibre 1000 dans cette montre de poche de 50 mm, on hérite de la position couronne, poussoir, correcteur. Et là, assez rapidement, on se rend compte que si on veut mettre en avant le concept de la montre double face, c'est pas très joli. Il va y avoir un petit problème. Développer une montre de poche avec un calibre 1000 avec des poussoirs pas centrés, dans cet état-là, c'est pas acceptable pour Audemars Piguet. Donc premier défi, comment développer une montre pour qu'elle soit bien symétrique? Il a fallu qu'on redescende les poussoirs et la couronne. Et pour faire cela, on a développé des petits mécanismes qu'on retrouve donc sur les deux poussoirs et la couronne, et donc qui permettent de relier l'habillage au mouvement sans toucher à la mécanique du calibre 1000. Au final, on va retrouver toutes les fonctions des interfaces, donc c'est-à-dire on va pouvoir les pousser, les tirer, transmettre une rotation, et puis ça, on va le faire 3 mm plus bas que le mouvement, et grâce à ce petit bloc-là, au final, on va pouvoir retransmettre tous ces efforts au niveau du mouvement. On développe une montre de poche, donc il faut éviter les déclenchements intempestifs, notamment sur le flanc à 9 heures. Donc deuxième défi, comment réussir à enlever ces fonctions de ce côté-là? Il a fallu intégrer un levier périphérique qui parcourt toute la boîte et qui permet cette fois, sur le même poussoir existant, en une traction, de venir déclencher la sonnerie. Et pour les correcteurs, on les a directement intégrés dans le fond avec un petit mécanisme de renvoi. Au final, si on regarde cette partie-là, on se rend compte qu'on a développé des blocs technologiques qui sont presque ce qu'on fait nous au niveau du mouvement, et là on les a intégrés dans l'habillage. Donc c'est vrai qu'on a une partie un peu hybride entre habillage et mouvement pour faire toutes ces transitions. C'était un peu une première aussi pour ce type de montre. On passe au défi 2, c'est d'intégrer ce calendrier universel dans le fond secret. Et puis on avait une volonté, on voit que là le fond il est limité à 90 degrés, et nous en fait ce qu'on voulait c'était d'être capable de superposer tous les affichages de notre nouvelle montre. Donc on va retrouver toute la partie calibre 1000, mais on va également pouvoir lire toutes les fonctions de ce nouveau calendrier avec la montre ouverte.
Donc on a dû réinventer la charnière pour avoir accès à toutes ces informations. Pour faire ça, on a développé une charnière spécifique qui permet de dévoiler les 2 cadrans l'un au-dessus de l'autre. On sait tous comment fonctionne le calibre 1000. Maintenant, on va parler un peu plus en détail du calendrier universel. Alors, qu'est-ce qu'on attend exactement d'un calendrier universel ? Alors ce calendrier, en fait, il a vraiment plusieurs facettes. La facette la plus simple et la principale, c'était de retrouver toutes les indications d'un calendrier standard, celui qu'on utilise tous les jours, qui est un calendrier grégorien. Donc là, on en a imprimé un, c'est ce que vous pouvez retrouver chez vous. On va retrouver tous les mois, les dates, les jours de la semaine, des fois même les phases de lune, et puis selon certains calendriers, des fois certaines fêtes. Alors là, c'est juste pour une année, ça. Ça, c'est juste pour une seule année. Et nous, l'idée, c'était de condenser toutes ces informations au sein de cette montre de poche, mais ce qu'on voulait, c'est que ce soit réactualisé pour chaque année qu'on va choisir. Donc une dimension vraiment de recherche, C'est ça. puis ensuite de technique. Donc il faut imaginer que là, on couvre 200 années, et sur ces 200 ans, on veut que toutes ces informations soient toujours exactes. Et ça, ça peut paraître complexe, mais en fait, c'était presque la partie la plus simple. Parce qu'après, ce qu'il faut imaginer, là, en fait, on parle de notre calendrier que nous, on connaît, on utilise, mais en fait, de par le monde, de par les cultures, on utilise différents types de calendriers. Nous, il est basé principalement sur le soleil. D'autres cultures utilisent des calendriers basés sur la lune. D'autres conjuguent un peu les deux, donc c'est à la fois la lune et à la fois le soleil. Et en fait, la plupart des fêtes culturelles ou religieuses sont basées sur des événements astronomiques que l'homme a observés au cours de son évolution. Nous, on a voulu essayer de faire un calendrier vraiment qui parle à tout le monde et d'intégrer en fait différentes informations de différents calendriers et de les transposer dans notre calendrier grégorien qu'on utilise tous les jours. Le défi 3 est certainement pas des moindres. Comment afficher toutes ces informations dans un diamètre de 50 mm ? L'avantage, justement, c'est qu'on a un diamètre qui est très grand, qui est bien plus grand que ce qu'on a l'habitude d'avoir sur une montre. Par contre, on a un tas d'informations à afficher. Ce qui compte, nous, c'est vraiment l'année. Donc, on va retrouver vraiment l'année au centre du mécanisme. Et si on part de l'extérieur vers l'intérieur, on va retrouver les indications des solstices et des équinoxes à la périphérie. Ensuite, sur 360 degrés, on va vraiment avoir toutes les informations de notre calendrier, avec les mois, puis les dates. On peut déterminer les jours également associés grâce au semainier qu'on a ici. On va retrouver encore toutes les phases de lune avec les nouvelles lunes et les pleines lunes. Mais là, on va passer à un nouveau défi, là. C'est comment rendre tout ça ergonomique et orienté utilisateur. Alors on a pas mal réfléchi, vu que c'était un peu nouveau, qu'au niveau de ce fond secret, il n'y avait pas beaucoup non plus de place pour faire des interfaces. On avait réfléchi à deux, on avait essayé des poussoirs, plus, moins. En fait, nous, ce qu'on voulait, c'est quelque chose qui soit très facile à manipuler, qui soit très rapide également. Donc on a vite abandonné les poussoirs et on est parti plutôt sur une sorte de molette qui est accessible quand on ouvre le fond secret et qui permet, si on regarde, de manipuler très rapidement toutes les informations de la montre. Et voilà, là, Excuse-moi, mais comment on sait que c'est ergonomique ? Le côté ergonomique, c'est dans le sens où, par exemple, il n'y a pas besoin de réglage. En fait, on vient juste choisir l'année. Okay. Ça nous suffit, ça nous donne toutes les informations. C'est une sorte de calculateur, en fait. Donc, il ne peut pas se tromper, il ne peut pas se désynchroniser. Il est réversible. Vous avez dû faire des prototypes pour arriver à de tels résultats ? Alors, on a fait quelques prototypes, notamment sur la partie un peu Ramadan, qui a vraiment un système mécanique qui est très, très spécifique. Pour le reste, en fait, on s'est arrêté à cette maquette. Et le reste a été directement usiné et testé en réel à la fin du projet. Ça fait combien de composants en tout ça ? C'est un défi en soi d'approvisionner, contrôler, produire, assembler, décorer. Il y a également pas mal de composants qui sont vraiment qui nécessitent des artisans, des métiers d'art, au niveau du cadran, de l'émail, de la chaîne. Donc, ce ne sont vraiment pas des composants simples en plus qu'on a dans cette montre. Pour réussir une prestation comme celle-ci, j'imagine qu'au niveau de la collaboration, ça doit aller vite, on doit être agile. Là, il a fallu que tous nos sites soient synchronisés et qu'on puisse collaborer de manière efficace tous ensemble. Donc on parle de Mérin, on parle du Locle, on parle des équipes du Brassus. Et toutes ces personnes ensemble nous ont permis d'en arriver là. La somme des défis qu'on a relevés pour livrer cette montre. Incroyable. Quand on repense à tout ce qui a été fait, c'est exceptionnel. Et on est d'accord, c'est pas fini. Non, on a quelques idées encore qui arrivent. Ouais. C'est sûr qu'au départ, on a eu quelques angoisses, quelques craintes, 2-3 vertiges même, mais quand même. Quand on voit le résultat final, on peut être vraiment fier. En plus, on s'est éclaté même humainement. On a fait,
des belles rencontres. Franchement, Et c'était... puis les synergies entre les départements. Ça s'est Quand il y a super un bien truc, passé. quand il y a quelque chose qui allait pas, tout de suite ça répondait tout de suite, quelle que soit la personne, quel que soit Tout le monde était le impliqué, travail ouais. qu'il était en train de faire, il fallait qu'il arrête pour nous aider là-dessus. Même, on a fait Énorme. plein de séances avec des constructeurs habillage, des constructeurs mouvement pour réfléchir à des problématiques. Des gens de Mérin, On était des des gens de gens qui Mérin. étaient derrière les machines directement. C'était hyper réactif et on aimerait que tous les projets se passent comme ça, honnêtement. Ah non, c'était excellent. Non, puis il faut vraiment reconnaître que la synergie et puis l'agilité de tout le monde sur ce projet-là, elle a C'était un été projet exceptionnelle. Hein. Tellement enrichissant. Du coup, ce serait quoi le prochain défi? Le prochain défi, il faut demander à Giulio. Hein.